Merci à toutes et à tous d'être encore là, malgré que ce soit la fin d'une journée longue en débat, j'ai l'impression. Donc le film qu'on va diffuser maintenant, c'est un film qu'on a réalisé avec Simon et avec le collectif d'habitants de la table de quartier, du quartier du Pile à Roubaix. Donc le Pile à Roubaix, c'est un quartier populaire assez historique de la ville qui est principalement constitué, on m'a demandé de le rappeler, de logements privés, donc de petites maisons en briques. Et du coup, c'est un quartier populaire qui n'est pas le même que ceux qu'on a dans l'imaginaire commun, c'est-à-dire des grandes barres HLM, grands ensembles à base de logement social. Et c'est important, vous allez voir, pour comprendre les enjeux du film. Donc c'est un film qui raconte en fait la lutte d'un collectif d'habitants et d'associations contre un projet de rénovation urbaine dans leur quartier. Nous, c'est une lutte qui a duré 3 ans et Simon et moi, on était présents peut-être la dernière année ou la dernière année et demie. Et le collectif d'habitants et d'asso nous a demandé de filmer la fin du processus pour garder une trace, alors qu'on sentait que la mobilisation s'essoufflait et que la mairie continuait à faire la sourde oreille. Donc ce que vous allez voir, c'est les 6 derniers mois de la mobilisation et ce qui se passe auparavant, c'est-à-dire les 2 ans et demi avant. On a essayé de le montrer à travers des images d'archives. Mais voilà, c'est juste pour préciser que vous verrez les 6 derniers mois. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Voilà, bon, on pourra en discuter après, peut-être de la manière dont le film a été fait collectivement et de la manière dont il est diffusé aussi. Normalement, je précise tout le temps que c'est un film qui est assez dense en information et en contenu, mais je pense que voilà, peut-être que c'est pas une précision nécessaire ici. En tout cas, nous on l'a pensé comme un outil pouvant servir à d'autres habitants et habitantes, d'autres collectifs, dans d'autres quartiers populaires. Et donc c'est pour ça qu'on est parfois très précis sur des questions juridiques, urbaines, qui peuvent paraître un peu abruptes, mais qui pour nous sont utiles dans le sens où on voudrait que d'autres habitants et habitantes se saisissent de ces enjeux-là pour pouvoir se mobiliser face à des mairies qui feraient potentiellement le même genre de projet. Voilà, merci de m'avoir écouté, pardon d'avoir bafouillé et bon film. J'aurais bien aimé que chacun vous présentiez aussi et que vous présentiez par la même occasion votre rôle un peu différent peut-être et votre positionnement par rapport au quartier. Et en fait, que vous articuliez votre présentation à 3 questions que je vous propose. La première, on en a parlé ce matin. C'est vrai que lors de la première séance, on a parlé de co-construction. Et ça me semblait peut-être important de revenir sur la façon dont ce film a été co-construit, en fait. Le rôle de chacun dans cette co-construction et en fait aussi pour qui et pourquoi ce film et un peu sa vie aujourd'hui. La deuxième question que je vous propose, elle a été déjà évoquée tout à l'heure, elle concerne plus l'action publique aujourd'hui et la façon dont la rénovation urbaine se fait. Et alors, j'aurais bien aimé qu'on revienne peut-être sur la spécificité de cette table de quartier par rapport à d'autres tables de quartier. On l'a un peu commencé à l'évoquer tout à l'heure. Et puis, j'ai cru comprendre que c'était un des sujets aussi de Jérémy Louis. Donc, voilà. Troisième question. En fait, dans la journée, à plusieurs reprises, des personnes ont évoqué le droit à la vie. Non pas le droit à la ville, mais le droit à la vie. Et c'est ce qui me surprend, moi, ce que je trouve assez frappant dans votre film, c'est la place que tient l'incertitude dans la vie des gens. Et je me demandais comment l'incertitude et ce qui est lié en termes de risques aussi psychosociaux sont gérés, sont entendus ou entendables de l'autre côté par des acteurs publics. Voilà. Après, j'ai d'autres petites questions, mais ça sera si on a le temps. Peut-être plus technique. Voilà. Je vous laisse commencer, Simon. Salut tout le monde. Du coup, moi, à la base, je fais partie de l'atelier populaire d'urbanisme de FIV. Et en fait, donc, comment on est arrivé là, en fait, comme ça a été expliqué un petit peu cet après-midi par Olivier, enfin voilà, on est basé dans le quartier de FIV pour tout ce qui est question droit au logement et aussi rénovation urbaine, mais que quand il y a des gens qui nous contactent ailleurs dans la métropole, on est toujours content de venir filer un coup de main. Et c'est un peu ce qui s'est passé sur le quartier du Pile. Au début, on est venu pour faire des ateliers info droit justement sur les procédures de relogement, d'expropriation, etc.
parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes parmi les gens sur quels sont leurs droits, etc. Surtout que c'est un quartier où en fait là on voit vraiment les derniers moments, etc. Mais en fait la plupart des départs des gens du quartier, il faut savoir que c'est un quartier, dis-moi Anne, si je dis des bêtises, mais genre où il y avait, je sais plus combien, 8000 ou 10 000 habitants il y a 30 ans, et maintenant il n'y a plus que 2 ou 3 000 habitants. Donc c'est toujours drôle de se rappeler ça quand on écoute à côté les discours qui disent qu'il faut dédensifier le quartier. En fait, ça fait 30 ans que le quartier il est dédensifié, quoi. Et à l'époque, j'habitais à Roubaix, donc c'était un peu l'occasion. Et voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. J'ai oublié les questions, c'est pas grave. Ah ouais, d'accord, j'ai parlé de ça. Et donc du coup, Lucas, qui était... mais je vais parler de toi, ça fait un peu bizarre. Vas-y. Donc rebonjour. Donc moi je suis journaliste et je fais des documentaires aussi, journaliste indépendant, et donc l'année dernière j'ai eu une résidence de journaliste, c'est un nouveau truc du ministère de la Culture, c'est comme les résidences d'artistes mais avec des journalistes, et donc j'étais sur le territoire de Roubaix pendant 6 mois, et donc l'idée de ce genre de résidence c'est de travailler avec des associations ou des établissements scolaires pour travailler sur sur les médias, quoi. Donc soit de l'éducation aux médias, soit de médias participatifs, etc. Et je connaissais déjà l'UPC parce qu'on avait fait des choses ensemble, des émissions de radio, des choses comme ça. Et en fait, l'UPC a demandé à la mairie si je pouvais venir travailler avec eux pour le journal de quartier. Et la mairie a dit non. C'est la seule association à laquelle la mairie a refusé que je vienne faire des choses avec eux. Donc on s'est dit, ce serait dommage de rater l'occasion. Donc on a quand même fait des choses ensemble, d'abord pour le journal de quartier, puis après c'est là où Simon est arrivé, et en fait c'est vrai que pendant longtemps, les mardis soirs, c'était un peu la bouffée de vitamines de la semaine, puisque c'était un moment vraiment très chouette. Et puis du coup on a continué à venir, j'ai continué à venir, et au bout d'un moment, visiblement, les associations et les habitants, sentant la dynamique s'essouffler, comme peut-être vous l'avez vu dans le film, ont émis l'hypothèse qu'un film se fasse pour garder une trace de tout ça et peut-être pour enclencher une nouvelle phase de la mobilisation. Et du coup, c'est là qu'on a commencé à filmer et qu'on a commencé à co-construire le film, parce que du coup, voilà, c'est les habitants et les associations qu'on cherchait aussi qu'on souhaitait mettre dans le film ce qu'elles avaient envie de mettre. Du coup, on a réfléchi ensemble à que raconterait le film, comment ça le raconterait, à travers le tournage, des discussions pendant le tournage, et aussi à travers le montage, puisque du coup, on a fait des allers-retours et on a montré différentes versions de montage sur lesquelles ils ont donné leurs avis. Et la co-construction se poursuit même après la production du film, puisque sa diffusion, elle est beaucoup plus faite par vous que par nous. Et finalement, la plupart des projections, il y a Nassim ou d'autres habitants, ou Anne ou d'autres associations. Mais nous, on n'y est pas tellement souvent, ce qui est plutôt chouette aussi. Moi je m'appelle Nassim et je suis membre de la table de quartier, habitant du Pile, membre du conseil citoyen des quartiers de Roubaix. D'ailleurs, à ce propos-là, je pense que j'aurais autant de choses à dire que vous. Mais bon, là, c'est pas trop le sujet. Et puis, je suis aussi président de l'APAC, l'association Pile Action Citoyenne, qu'on avait montée en 2016 et qu'on essaye de lancer parce que même si officiellement l'expérimentation table de quartier s'arrête, il faut, pour le coup, les habitants du quartier et aussi d'autres qui sont un peu extérieurs, mais voilà, qui sont toujours qui sentent concernés par ce qui se passe au Pile, n'ont pas envie de renoncer à agir pour le Pile et donc voilà, on a décidé de faire une association pour essayer de continuer un peu de se mobiliser, quoi. Et puis du coup, en ce qui concerne la co-construction, moi je suis entré dans la table de quartier en 2016 avec alors le sentiment un peu naïf, la confiance vis-à-vis des institutions, parce que je me disais que ce serait stupide d'ignorer constamment des habitants, et lorsque il est clair que qu'il n'était ni juste ni efficace de déloger des habitants et de les laisser sans rien.
et surtout d'ignorer les habitants lorsqu'il s'agit de concertation. En fait, comment dire, la table de quartier m'a fait revenir sur Terre parce que on s'est vite rendu compte qu'il n'en était rien. Et bon, je pense que j'ai passé la parole à Julien. Bonsoir, Julien Talpin. Donc moi je suis chercheur en sciences politiques au CNRS. Alors je parlerai pas tant en fait du film parce qu'au moment où il a été réalisé, moi j'étais pas beaucoup sur Roubaix à l'époque. Moi j'ai surtout suivi l'expérience de la table de quartier au début en fait. Moi je travaille sur l'engagement et la participation dans les quartiers populaires et je mène des recherches notamment sur Roubaix depuis 2011. C'est un peu mon terrain d'études et d'enquête vu que j'y réside. Et donc en 2014, en fait, quand cette idée de table de quartier commence à émerger de la coordination Passons-nous et de la fédération des centres sociaux, en fait, et notamment, j'avais discuté notamment avec Marie-Hélène Baquet qui me disait t'habites à Roubaix, on va peut-être créer une table de quartier, ça pourrait être intéressant que tu les accompagnes, que tu puisses donner un coup de main, etc. Et donc il y avait cette idée, vu que j'étais membre du conseil scientifique et technique de Passons-nous, que ça pourrait être utile d'avoir un regard de chercheur. Je ne suis pas sûr d'avoir été très utile, je suis peut-être pas forcément le mieux placé pour cela, mais en tout cas j'ai participé à toutes les premières réunions et puis après à pas mal de la suite auprès de la table de quartier. Et je crois que je peux dire j'ai eu la chance de participer à cette expérience parce que moi je mène des recherches sur la démocratie participative depuis une quinzaine d'années et c'est probablement une des expériences qui m'a le plus marqué, j'ai envie de dire, humainement et personnellement. Alors, on le voit et on le sent beaucoup dans le film, moi je trouve. Et c'est une expérience qui est belle à la fois parce qu'elle a produit chez les gens et puis qui est dure en même temps par ce qu'ils se sont pris dans la tête, quoi. Peut-être un mot pour réagir par rapport à la deuxième question sur la spécificité. Je laisserai Jérémy réagir sur la spécificité par rapport aux autres tables de quartier, mais peut-être un mot quand même sur la spécificité de la table de quartier du PIL par rapport à d'autres expériences de participation auxquelles que j'ai pu observer, suivre, analyser. Je dirais qu'il y a au moins 3 points, il y en a probablement d'autres, mais un premier élément, c'est quand même une participation importante de membres des catégories populaires et de gens qui sont peu engagés au départ, ce qui est quand même très rarement le cas. En réalité, dans les dispositifs participatifs plus classiques, on a du mal à faire participer les classes populaires et des gens qui ne sont pas déjà multi-engagés par ailleurs. Là, et on le voit bien dans le film, c'est principalement des gens qui n'avaient jamais connu auparavant aucune expérience d'engagement et des gens qui sont clairement issus de milieux populaires, même si en réalité c'est peut-être plutôt les franges les supérieures des classes populaires, mais bon, peu importe ici. Deuxième point, c'est que l'agenda a très clairement été défini par en bas de façon ascendante, ce qui n'est évidemment pas du tout toujours le cas dans les expériences participatives. Et en fait, juste un mot là-dessus, c'est que c'était pas gagné en fait, même pour la table de quartier du PIL. C'est-à-dire qu'au moment où la table émerge en fait en 2014, on savait pas du tout sur quoi la table allait travailler en fait. Et je me rappelle des premières réunions, en fait, il y avait pas mal de commerçants du quartier qui étaient là, qui n'avaient pas exactement la même sociologie que les participants au final de la table, et qui voulaient travailler sur la sécurité. Et une des premières idées, je ne sais pas si tu te rappelles, Anne, c'était d'organiser une brigade de sécurité, en fait, un peu auto-organisée dans le quartier pour assurer la sécurité, parce qu'il y a des problèmes de sécurité dans le quartier. Oui, c'est vrai que moi j'avais eu un peu peur à ce moment-là, on parlait aussi beaucoup de vidéosurveillance, etc. Néanmoins, assez vite, en fait, la table de quartier va être rattrapée par le projet de rénovation urbaine qui va s'imposer, en fait, à la table. Et lors de la première assemblée générale, c'est un peu raconté dans le film, suite à la braderie, au fond, c'est organisé de façon hyper ouverte, et ça, je crois que Anne l'a animé avec Ali et Saïdi d'une main de maître. Ils disent, au fond, sur quoi vous avez envie de travailler, qu'est-ce qui est important pour vous? L'école, le logement, la sécurité, etc., l'emploi, quelles sont les problématiques sur lesquelles vous avez envie de travailler, quelle est la priorité? Hiérarchisons aussi, parce qu'on ne va pas pouvoir tout faire, ce qui n'est pas toujours fait, me semble-t-il, dans les expériences participatives non plus. Et là, très clairement, ce qui n'est pas complètement une surprise quand même, Anne pourra peut-être en parler, mais c'est le logement et la rénovation urbaine qui s'imposent. Et donc, on a un agenda qui a clairement été dicté par la centaine d'habitants qui étaient présents ce jour-là. Troisième point, donc participation importante de gens qui n'avaient pas d'expérience participative et qui sont d'origine populaire, agenda défini par en bas, et troisième spécificité, me semble-t-il, c'est un travail militant considérable de proximité et le fait que la participation ne soit pas que et uniquement discursive. C'est-à-dire que bien souvent, et ça moi je l'ai beaucoup analysé dans mes travaux, la participation prend souvent la forme, que ce soit dans les dispositifs participatifs institués, conseil de quartier, conseil citoyen, etc., ou la routine des associations dans les quartiers populaires ou ailleurs. Quand on veut s'attaquer à un problème en France, on organise une réunion, un débat public, on rassemble des gens autour d'une table.
C'est très bien, c'est probablement nécessaire, voire parfois on invite des sociologues. C'est très bien, sauf que c'est pas forcément comme ça qu'on s'attaque à un problème, c'est pas comme ça qu'on va résoudre les problèmes des habitants. La table de quartier va être constituée de beaucoup de délibérations, de débats, de réunions, mais il n'y a pas que ça. Il y a un travail considérable de terrain, en porte-à-porte, des guitounes, des cafés citoyens, des marmites, etc., notamment réalisés par Anne et d'autres, par la NRJ, des services civiques, par l'UPC, qui fait que cette participation de gens qu'on n'a pas l'habitude de voir, eh ben, elle va être possible. C'est-à-dire que ce n'est pas un miracle, évidemment, le fait qu'on s'attaque à une question centrale, le logement, etc., et que l'agenda soit dicté par en bas, voilà, c'est important. Mais sans ce travail politique, sans ce travail militant constant, la participation n'aurait probablement pas été aussi importante, notamment de la part de ces habitants-là. Et c'est d'ailleurs au moment où ce travail va diminuer, du fait de la répression subie par la table de quartier, expulsion du local, coût des subventions, licenciement des salariés, que la dynamique participative va baisser, parce qu'à un moment, quand le travail militant n'est plus assuré, c'est plus compliqué de mobiliser. Bon, il y aurait probablement d'autres choses à dire, mais voilà, en tout cas, c'est trois points moi, qui me semblent se dégager de cette expérience. Bonsoir à tous et à toutes. Donc moi c'est Jérémy Louis, je suis doctorant en études urbaines ici à Nanterre et en fait j'ai travaillé et je continue de travailler depuis 3 ans maintenant sur l'expérimentation nationale des tables de quartier. J'ai fait ma thèse en collaboration avec la Fédération nationale des centres sociaux qui en fait coordonnait avec la coordination Passe en nous une vingtaine, enfin au début une dizaine puis un peu plus de tables de quartier en France. Et donc j'ai accompagné ce travail de coordination en organisant tous les 6 mois des séminaires nationaux de rencontre de toutes les tables de quartier, en accompagnant un petit peu aussi individuellement les tables de quartier sur des points spécifiques. Et donc du coup, en parallèle, je faisais mon travail d'analyse et de recherche. Du coup, pareil, je vais répondre aussi plutôt sur la deuxième question et pour reprendre un peu ce que vient de dire Julien, du coup. Les 2 derniers points que vient de soulever Julien sont un peu des points qui définissent ce que sont les tables de quartier, c'est-à-dire une démarche ascendante dont le thème n'est pas défini à l'avance. Donc ça, c'est quelque chose qui est commun à l'ensemble des tables de quartier qui existent en France, c'est-à-dire que les thèmes sur lesquels elles travaillent, les actions qu'elles mènent sont définis par les gens qui s'y mobilisent. Et le troisième point que tu soulevais, qui était la question de la mobilisation, qui est une question qui est centrale pour l'ensemble des tables de quartier, qui est de dire, notamment l'exemple que vous donniez dans le film sur la braderie, le fait de mobiliser, de mêler des moments de convivialité, des moments de mobilisation, de mêler des moments où on va discuter, des moments où on va agir ensemble, c'est quelque chose qui est commun ou en tout cas qui est plus ou moins commun à l'ensemble des tables de quartier. Et donc du coup je vais revenir peut-être du coup sur les spécificités de cette table de quartier là par rapport à d'autres. Alors donc il y a 3 spécificités en fait. La première, du coup, c'est le thème qui a été choisi et le fait qu'il y avait cette opération de requalification qui faisait que c'est ce thème-là qui a été choisi sur cette table de quartier-là et qui n'est pas le même thème qu'ailleurs et qui est en fait la continuité de ce qu'on vient de dire. Un deuxième point qui est la nature des associations qui étaient à l'initiative de la démarche. Déjà, c'est plusieurs associations. Donc, du coup, il y avait la NRJ qui était l'association qui a été à l'initiative à la base, mais qui a été accompagnée fortement par l'UPC, qui sont des associations qui ont une histoire sur le quartier, une histoire militante sur Roubaix. C'est pas forcément le cas de toutes les associations qui sont porteuses de tables de quartier en France. Et donc, du coup, ce caractère-là, lié au troisième point, qui est la question de la relation avec la municipalité, a créé tout ce qu'on a pu voir dans le film de conflictualité et qui est quelque chose qu'on n'a pas forcément, que j'ai pas forcément observé sur d'autres tables de quartier, soit parce que les associations qui étaient à l'initiative n'étaient pas sur des logiques de mobilisation politique, mais plutôt sur des logiques d'animation de la vie de quartier, et les gens qui s'y mobilisaient étaient plutôt sur ces logiques-là, et voilà, soit parce qu'il y a eu des relations facilitées avec des municipalités et des possibilités, parfois dans le conflit, parfois dans des moments moins conflictuels, d'avancer sur certains dossiers. C'est vraiment le cas de Roubaix est assez spécifique dans le fait qu'il y a vraiment eu une impossibilité vraiment de créer des relations entre la table de quartier et la mairie. Donc voilà un peu pour répondre à cette question-là. Bon, bah donc moi je répondrai à la troisième. Donc moi je travaillais à l'époque pour l'Université populaire. On avait comme dans l'histoire l'idée de pouvoir accompagner des dynamiques citoyennes collectives dans la ville. Donc une expérience notamment sur le quartier de l'Union qui était préalable à celle-ci.
Moi, j'intervenais dans le quartier en animant avec des bénévoles de l'UPC des cafés citoyens santé. Et voilà. Et en fait, santé citoyenne, environnement dans ce quartier, puisque le problème, c'était vraiment l'environnement, moins d'1 mètre carré d'espace vert par habitant. Enfin, oui, c'est vrai qu'il faut peut-être aérer, mais peut-être pas comme ça. Voilà. Et donc, il y a eu des habitudes de travail toutes les semaines avant où on réunissait à peu près voire une 50aine d'habitants l'après-midi pour débattre. Donc, voilà. Et donc, on a commencé à travailler avec les élus, enfin, pas les élus parce qu'ils n'étaient pas présents, mais avec les techniciens, avec l'équipe de maîtrise d'œuvre, voilà, sur des questions d'espace public. Et tant qu'on a travaillé sur les questions d'espace public, bah, ça marchait bien, on se causait. Et voilà, on contribuait à un projet qui était finalement un peu consensuel et qui créait pas trop de problèmes à personne, parce que tout le monde ne pouvait qu'être d'accord là-dessus. Et un jour, en faisant une réunion dans l'espace public, parce qu'il faisait beau, on a vu arriver des riverains, on parlait de l'histoire de la teinturerie, qui nous ont dit « Mais non, nous, on va partir pour ça. Nous, vous savez pas ce qui se passe. » Et en fait, c'était des choses qui étaient très tues, parce que on parle d'argent, c'est des propriétaires privés, donc on parle d'argent, c'est des démarches très individuelles. Et la parole a commencé à sortir dans l'espace public. Et la table de quartier se mettait en place, en effet, du coup, c'est devenu une des priorités qui nous a un peu enfermés d'ailleurs, hein, parce que pendant ce temps-là, on n'a pas parlé d'autre chose. On a aussi perdu des gens qui se sentaient moins concernés, puisque c'était le problème des propriétaires, des petits propriétaires. Le côté humain, moi, c'est ce qui m'a personnellement le plus touchée dans l'histoire, c'est que justement, on a vu arriver des gens qui n'étaient pas dans les lieux de discussion habituels, qui, dès qu'ils prenaient la parole en public, en réunion, se faisaient reprendre individuellement par les élus en disant « Oui, mais vous, Madame Machin, vous savez bien, on est venu vous voir, etc. » Donc, et pour qui on mesurait la difficulté de prendre la parole dans une réunion publique où on a eu jusqu'à 25 techniciens élus, voilà, en face, bien alignés, les gens devant. Et voilà. Et donc, la table de quartier, c'était un lieu où on essayait de construire une parole collective à partir de ce que chacun amenait, en commençant par dire qu'est-ce qui s'est passé depuis la fois dernière, et chacun racontait, du coup s'échangeait ce qui s'était passé. Du coup, ça donnait une force parce que ce qui était vécu individuellement par chacun devenait partagé, et donc les gens étaient moins naïfs, entre guillemets, puisque ils avaient parlé à leurs voisins, ils savaient ce qui se passait, etc. Donc à partir du moment où on a posé les questions de logement, il y a eu un niet en disant c'est l'équipe de maîtrise d'œuvre qui reprend la main. On ne vient plus dans les cafés citoyens, on ne vient pas à la table de quartier. Vous venez dans nos réunions qu'on organise, que là, on ne va pas confier ça à des amateurs. Ça, c'est sérieux, il y a des vrais enjeux, il y a de l'argent, il y a tout ça. Vous ne pouvez pas comprendre, quoi. Et en fait, voilà, et c'est là que ça s'est un peu tendu. Il y a eu aussi quand même 2 campagnes électorales qui sont passées par là pendant ce temps-là. Il ne faut quand même pas sous-estimer l'impact de ça, parce qu'on confond le politique et la politique. Et donc c'est vrai que ça a été aussi une occasion de monter un peu les gens les uns contre les autres. On a promis des trucs aux uns, on en a promis aux autres. Si tu vas avec eux, tu auras ta subvention. Si tu vas pas avec eux, tu auras ton local. Enfin voilà. Donc c'est vrai que ça a été compliqué à gérer. Moi, j'ai travaillé sur des trucs, on disait coproduction, habitants, élus, techniciens, tout ça j'avais connu. Mais alors les histoires de coups bas, de machins, de rumeurs, de trucs, c'est vrai que c'était compliqué ça, de gérer ces questions, voilà, sans que ça démoralise Billancourt, parce que c'était quand même aussi, c'est fatigant, quoi, voilà. Voilà, et donc la vie, l'humain, c'est ces histoires de vie, c'est des ouvriers qui ont construit leur maison, qui nous racontaient qu'ils avaient passé des week-ends, enfin des vacances, qui ne partaient pas pour réparer la maison. Quand on avait 5 francs, on le mettait dans la maison. Enfin, c'était une vie sociale. Et moi, je voudrais que quelqu'un, je sais pas s'il y a des économistes qui travaillent là-dessus, mais je le redirai tout le temps. Le coût public de ce truc-là, c'est énorme. C'est les coûts induits, c'est toute l'entraide. Là, on a eu collectif Rosa Bonheur qui est venu nous éclairer la semaine dernière, c'était brillant, sur l'économie de subsistance et tout ce qui existe aujourd'hui. Enfin, ils ont observé les pratiques, les garages à ciel ouvert, l'entraide familiale, de voisinage, pas que familiale, de voisinage, toute l'économie informelle et plus formelle, légale,
pas toujours déclarés. Voilà, on n'est pas chez les bisounours non plus, mais n'empêche que ça permet de tenir, de se démerder, de faire des choses, de vivre, d'éviter l'EHPAD pour l'un, d'avoir un petit boulot pour l'autre, de pouvoir cumuler des emplois qui sont peu rémunérés. Et ça, il y a un commerce, je leur dirais tout le temps, le commerce, c'est les parents qui ont acheté ça, c'est grand, les parents habitent au-dessus, le fils il a un boulot dans le commerce en bas et il loue des appartements, et voilà, et la famille vit de ça. On va démolir celui-là, ils vont reloger, mais il y a jamais, ça se recomposera pas. Et donc, et à côté de ça, on met de l'argent public pour aller chercher des tas de gens pour faire de la communication, de la participation, pour payer des loyers, APL, argent public, pour reloger des gens qui étaient propriétaires, qui n'ont rien demandé à personne, pour payer obligatoirement des services d'aide à domicile, compris dans les nouvelles formes d'habitat mixte, pour accompagner les personnes âgées, alors qu'avant c'était les voisins qui le faisaient, etc. Donc je ne dis pas qu'il fallait rien faire, je ne dis pas qu'il y a des gens pour qui c'était pas bien de quitter le quartier parce qu'ils étaient bloqués et que quand on est du Pile, on ne peut pas si facilement avoir accès à un logement ailleurs. Donc pour des gens, ça a été une chance, pour d'autres, ça a été le début d'une vraie galère, quoi. Et ça l'est encore parce que finalement, il n'y en a que 2, et peut-être même qu'une qui sera vraiment relogée Opération Blanche dans le quartier. Les autres, finalement, sont quand même partis, parfois dans le quartier, mais en logement social. Dans des trucs où il faut recommencer, quoi. Et puis beaucoup sont partis à l'extérieur, voire parfois très loin. Voilà. Parce que on parle de l'incertitude d'un point de vue individuel. Voilà, on me déloge et on me donne pas assez pour que je puisse racheter un logement ailleurs, ou même on me donne pas un logement, on me reloge pas dans un logement qui soit décent. Du moins du point de vue par rapport à ce qu'on perd, quoi. Mais il y a aussi l'incertitude collective. Parce qu'une rénovation, déjà, voilà, c'est un pari. On met beaucoup d'argent public et dans 10-15 ans, on verra. Et puis bon, voilà, si ça échoue, tant pis, c'était le mektoub, voilà. Et voilà, par exemple, on a vu ça aux Trois Ponts. Hein, aux Trois Ponts, on a eu un autre quartier de Roubaix, oui, effectivement, j'aurais dû préciser, un autre quartier de Roubaix qui est voisin du Pile en plus, où on peut voir des terrains vagues énormes. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais pu construire ce qu'ils auraient dû construire dans ces terrains vagues. Et donc du coup, voilà, quoi. C'est-à-dire qu'on a des endroits où le cadre de vie est un peu meilleur, c'est vrai, mais à côté, voilà, il y a des endroits où c'est tout vide, ou qui deviennent des sortes de petites décharges, parce que tout simplement, ils ont jamais trouvé le moyen de reconstruire sur ces terrains, quoi. Donc il y a déjà cette incertitude par rapport à ça, et au Pile ça a un impact particulier dans les esprits, parce que on vire des habitants dans un quartier qui se vide déjà, et on espère que les maisons qu'on rachète et qu'on réhabilite soient rachetées par d'autres. Mais qu'est-ce qui se passe si personne ne rachète ? Et donc voilà, quoi. Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'on aura mis 40 millions d'euros quand même, le coût de l'opération, pour rien, parce que finalement notre quartier aura été saigné pour rien, quoi. Et ça, c'est triste. Et ça l'est encore plus quand, primo, il y avait des gens qui, à cause de ce cadre de vie dégradé dû à des années d'abandon par les pouvoirs publics, voulaient partir du quartier. Et donc, du coup, voilà, quoi. Du coup, ces personnes-là se retrouvent dans un quartier qui est encore plus vide qu'avant, et donc, du coup, qu'ils veulent quitter encore plus. Et ils auront encore plus de mal à vendre leur maison, du coup. Et deuxièmement, je veux dire, les gens qu'on a virés, parfois en catimini, c'était pas de mauvais voisins, c'était des commerçants, des habitants qui étaient attachés à leur quartier, qui en prenaient soin, qui créaient du lien social, et ce sont ce genre de personnes-là qui fait la beauté d'un quartier populaire. C'est pas c'est pas un jardin, quoi. Je veux dire, limite, le jardin, je m'en fous, quoi. Je veux dire, si on vire ces gens et qu'on garde les jardins, je veux dire, franchement, pour moi, le choix est vite fait, quoi. Cette incertitude. Du coup, voilà, moi, je veux juste insister là-dessus, c'est que l'incertitude, elle est vraiment collective. C'est que tout le monde est concerné par une opération de rénovation, certains plus que d'autres, les personnes délogées, mais à mon sens, il y a un impact sur tout le monde. Et malheureusement, ça crée des incertitudes et un stress assez important, parce que finalement, vu comment s'est passée la rénovation et la concertation,
on se demande à quoi ressemblera le quartier demain, et des fois, certains sont pessimistes, quoi. Et surtout, on doit aussi parler de l'incertitude par rapport aux associations, parce que voilà, Anne, t'en as pas trop parlé, t'es discrète avec ça, enfin, mais bon, même si on en parle dans le film, mais des subventions coupées, voilà, ce sont des gens au chômage, et ça c'est... Je veux dire, franchement, moi je pense que quand une ville comme Roubaix se coupe des compétences de Anne, alors qu'elle connaît tout le monde et qu'elle le travaille à Roubaix depuis des années, bah non, mais je le pense, voilà quoi. Moi je trouve que c'est débile, et surtout, voilà quoi, c'est du gâchis de faire qu'une personne comme ça ne puisse pas continuer à travailler dans sa ville. Et surtout, bah, je veux dire, ces associations, elles faisaient des choses dans le quartier. La énergie, bah, voilà, ils ne faisaient pas que porter la table. Hein, ça s'appelle Nouveau Regard sur la jeunesse, donc ils s'occupaient des jeunes en fait. Et donc voilà quoi. Du coup, ce qui se passe, c'est que si on leur retire leur local, si on leur retire leur subvention, bah, qu'est-ce qui se passe ? Bah, ils s'occupent plus des jeunes du quartier. Et du coup, après, tu auras des politiques qui viennent dire oui, machin, les jeunes ils sont délaissés, ou alors oh tiens, les jeunes ils font n'importe quoi. Mais je veux dire, tu m'étonnes. Donc voilà, je veux dire, il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que des fois, on nous accuse de manipulation, on nous accuse de prendre en otage le quartier parce qu'on mettrait en péril la rénovation, mais eux, lorsqu'il faut faire des saloperies, la main ne tremble jamais. Donc voilà. Oui, merci beaucoup pour le film. Ouais, c'était super instructif. J'ai une double question par rapport aux professionnels de la maîtrise d'œuvre, architecte, urbanisme. Parce que d'un côté, on a des cabinets établis qui finalement sont complices. Là, ici, c'est la fabrique de l'urbain, c'est ça un truc, fabrique des quartiers, qui sont quand même complices quoi, de la mascarade de participation. À Saint-Denis, là, au franc-1, je ne me rappelle plus du nom du cabinet, mais c'est pareil, la responsable, elle a participé à un colloque du droit à la ville organisé par... alors que bon, le droit à la ville n'est pas du tout respecté. Donc, est-ce qu'il y a un moyen de faire pression sur ces cabinets quoi ? Est-ce que ça peut être une tactique, une stratégie, quoi, de les mettre un peu en péril, de les mettre devant leur complicité de mensonge, quoi, en fait, quelque part. Et l'autre question, c'est qu'on en a parlé, Morgane, on a parlé tout à l'heure, c'est les collectifs, quoi, les petits collectifs d'architectes urbanistes qui parfois sont instrumentalisés justement par les pouvoirs publics quoi, dans leur désir de faire de la participation. Là, on voyait, il y avait des dessins très jolis sur les murs. On sentait que c'était... Bon, ça se trouve, c'était quelque chose de... Et puis, je sais qu'il va y avoir là, à Roubaix une réunion de plein de collectifs. Moi, je vais y participer là, le 30 juin et 1er juillet. De plein de collectifs d'architectes et d'urbanistes et qui va déboucher sur un chantier super pile, mais je ne sais pas trop ce que c'est que ce truc. Et donc voilà, je voulais vous demander un peu... Voilà, c'est une question par rapport à ces deux... D'un côté, les gens qui sont vraiment complices, est-ce qu'on ne peut pas leur mettre la pression ? Et ceux qui sont instrumentalisés, est-ce qu'il n'y a pas moyen justement de les guider, quoi, de leur dire c'est peut-être plutôt comme ça qu'il faudrait faire ? Bonjour, donc je suis Abou Ndiaye. Moi, je travaille sur des questions autour de la mécanique dans les rues. J'ai eu l'occasion de visiter ce quartier. Et une des choses que je me demande, bon, évidemment, continue un peu les activités informelles dans le quartier, mais je n'ai pas réussi à comprendre quel est le projet en fait qu'ils ont derrière. Parce qu'en fait, j'ai beau regarder, j'ai beau chercher quand je suis passé par là-bas, mais je n'ai pas eu l'occasion de comprendre quel est le projet derrière. En fait, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Merci.
Je suis professeur de sociologie à Venise. Pardonnez mon français que c'est très mauvais. Je voudrais dire que j'ai apprécié beaucoup les documentaires. Mais il y a une question qui, pour moi, c'est un problème. C'est le problème qu'il n'y a pas le point visuel de l'autre part. L'autre part, c'est l'autre. C'est mauvais, c'est dangereux, c'est fort, mais il est absent de la représentation. Je pense que ceci, c'est une limite méthodologique, also parce que vous l'avez décrit. Il ne permet pas de filmer les réunions et toute l'autre chose. Mais je pense que pour la connaissance et pour mieux être plus forte contre ces histoires, c'est un devoir pour la discipline d'étudier, de comprendre les process de l'autre part, les mauvais. Je pense que c'est très difficile parce qu'il y a des décisions politiques qui ne sont prises pas à la lumière du soleil. Elles sont difficiles d'étudier, de reprendre. Et aussi, peut-être certaines fois que c'est mieux aller dans la fiction. Nous avons en Italie un ancien film, il a passé aussi en France, c'est Les Mambas sur la ville de Francesco Rosi. C'est une fiction, mais c'est une très belle film parce qu'il est complètement de l'autre part, de la part des mauvais, qui explique les... Merci. Il fonctionne pour expliquer qu'est-ce que passe de l'autre part. C'est une fiction, mais à la fin, il écrit les personnages sont de fiction, mais la réalité, c'est vrai. Ceci, c'est mes questions. Merci. Excusez mon français. Jusqu'ici pour poser des questions. Ça fait faire de l'exercice. Mais là, c'est pour les enregistrer. Merci. Je suis Pushpa Arabindu. J'habite à Londres où je suis enseignée à University College London et maintenant je suis basée à Paris Institute des études avancées. Je pose ma question en anglais et peut-être quelqu'un va traduire. Désolée. I was very moved by the film, but one part is related to what you said, which is Lille, cities like Lille are very much known for the politics of municipal socialism, and it's still, it's a story that cities still ride on, and it's disappearing. And so the question I have is, political engagement doesn't have to be just at the participatory level at the drawing board, and whether residents have thought of contesting maybe at the local election level and becoming councillors and capturing power in other forms. Because these are stories that are very familiar in London, in Labour ward boroughs, and the problem is that if we demonize some of these councils, then the alternative is to switch and radicalize towards the right. And that's a huge risk that you cannot take politically. So I was wondering whether, as filmmakers and residents, if you have considered this. Thank you. Vous voulez la traduction? J'ai pris des notes. Sinon, je peux essayer à expliquer. Donc Madame disait qu'elle était très touchée par le film. Et en fait, elle disait que Lille et le Nord étaient marqués par une histoire de socialisme municipal. Et au fond, sa question, c'est au fond, la démocratie participative, c'est pas forcément la fin du pouvoir des citoyens. Et qu'il y a peut-être qu'un des enseignements, c'est que le pouvoir, ça peut se jouer et se prendre autre part. Et du coup, elle demandait dans quelle mesure il y avait une réflexion, pour le coup, à Roubaix, dans la perspective peut-être des élections municipales, de prendre le pouvoir, de faire des listes autonomes, etc. Pour prendre. Bon, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Peut-être que je l'ai déformé un peu votre question, mais voilà. Moi, c'est une question simple. Est-ce que c'était vraiment
ça a été réfléchi, cette stratégie d'être consensuel et gentil jusqu'au bout. Voilà, par les habitants. Ce qui m'étonne fort, parce que je pense que... Enfin, pour ce qui concerne notre association, je vous le dis, ça n'aurait pas pu se passer comme ça. Enfin, en termes de droit au logement. Je pense qu'à un moment donné, peut-être qu'il y aurait d'autres formes d'agir, mais on n'a pas de leçon à donner. Et puis, on ne parle pas à la place des habitants. Mais effectivement, est-ce que ça a été une réflexion et une stratégie vraiment pensée par les habitants d'aller dans cette démarche jusqu'au bout de consensualité, de recherche du rapport à l'institution, du dialogue possible, etc. et tout, alors qu'on voit bien qu'il y a des moments où c'était terminé, quoi. Et la deuxième chose, pourquoi, qui n'apparaît pas dans le film, et ça je trouve étonnant parce que je crois que Anne en a parlé, c'est la question des alliances. Et comment effectivement l'expérience des autres quartiers ont pu peut-être construire des réflexions. Alors est-ce que c'était sur, peut-être qu'ils avaient déjà été vaincus aussi, ou est-ce que qui a conduit justement à cette stratégie. Mais pourquoi on ne voit pas d'élargissement sur la ville, un autre type de rapport à l'ensemble de la ville et aux habitants, et peut-être y compris aux quartiers qui avaient déjà eu l'expérience d'ANRU. Merci. Oui, donc Sylvain de l'association Appui. Donc déjà, bravo pour votre combat en fait. Moi j'avais eu la chance de venir vous voir au moment très fort de la table de quartier. Et en fait la question que j'avais c'est sur comment vous avez réussi à faire en sorte que la table de quartier devienne un lieu pour tous les habitants et éventuellement ceux qui travaillent dans le quartier, là comme on disait ce matin, le droit à la ville pour tous, dans un quartier où potentiellement il y a plein de statuts différents et des procédures qui deviennent individuelles en fait, des questions d'indemnité, etc. Et potentiellement qui vont du squatter au marchand de sommeil. Je parle de ça parce que c'était une réalité à laquelle on était confronté dans un quartier à Ivry-Port, donc à Ivry-sur-Seine, où il y a un gros projet de... c'est une ZAC en fait, c'est même pas... Enfin bon, c'est plus que rénovation urbaine quoi. Mais du coup, on a vraiment des statuts très différents du squatter au marchand de sommeil, évidemment en passant par les locataires, les petits propriétaires, etc. Et du coup, tu parlais, Nassim, de collectif, et comment justement garder cette force collective qui exclut pas finalement une catégorie, parce que de par les procédures, etc., les propriétaires ils sont concernés par l'expropriation, pas les locataires, etc. Ils ont peut-être des intérêts antagonistes à un moment. Voilà. Merci. Donc vous avez plein de questions. Une pour les résumer en un mot. Donc on a les architectes et les collectifs d'architectes, la question de l'informel, la question, après on a eu le point de vue des autres, du moins de la municipalité. On est passé sur la question de la montée en compétences politiques et du vote. On est reparti après sur les dissensions, puis comment tenir compte de la pluralité des acteurs. J'essaie de faire une question et demie. Sur la première, sur la fabrique des quartiers, je pense que c'est en lien avec les manières de lutter et de s'opposer à des projets. C'est-à-dire que, évidemment, par exemple, nous, ça nous arrive de faire, par rapport à la PUFIF, par exemple, d'aller faire des manifestations, d'aller pourrir un bailleur, de faire des trucs comme ça. C'est des choses qui peuvent être faites aussi avec un aménageur comme la fabrique des quartiers. Après, ce qui est intéressant mais donc en effet, ça pose la question en fait des moyens qu'on se donne et de qui est l'ennemi, machin. Sachant que dans ce cas de figure, il faut savoir qu'en fait, la fabrique des quartiers, c'est pas exprimé dans le film, mais en fait, donc c'est un outil qui est complètement dominé et piloté par la métropole européenne de Lille et dont le président est Guillaume Delbarre, le maire de Roubaix. Donc voilà, il y a une imbrication très forte de tous ces acteurs-là, en fait, que ce soit au niveau de la mairie, que ce soit au niveau de la métropole, que ce soit au niveau de l'aménageur, etc. On retrouve toujours les mêmes personnes. Et c'est vrai que du coup, peut-être que ça renforce le sentiment de ne pas pouvoir avoir une prise sur l'un pour jouer sur l'autre, etc. Chose qu'on essaie de faire dans certains autres cas de figure, comme par exemple à M. Mais là, c'est très compliqué. Et après, juste sur la question de monsieur, par rapport au point de vue opposé, alors c'était un choix délibéré, et ce qu'il faut voir, c'est que pourquoi on l'a fait comme ça aussi, donc délibéré à moitié, parce que donc il y a eu aussi le truc qu'ils ne voulaient pas qu'on filme des réunions publiques, on avait pensé à le faire quand même, mais il y avait quand même des gens dans la table de quartier qui disaient qu'ils ne voulaient pas avoir la tronche du maire à l'écran et que vraiment il fallait faire un truc sur la table de quartier. Ça a été discuté. Et après, il y a un autre élément qui me semble qui est important, c'est qu'en fait, on était vraiment à cette époque-là dans une espèce de guerre de la communication.
Et qu'en fait, il y a déjà des choses qui ont été faites par la mairie dans ce cadre-là. Il y a des vidéos qui ont été tournées par des pros pour vanter les mérites de la magnifique concertation dans le quartier, avec des images même de gens qui sont là et qui se sont retrouvés malgré eux dans des vidéos de promo du projet. Et que donc du coup, il y avait des articles qui sortaient, des machins, blabla. Et donc du coup, on a vraiment essayé, ce truc-là, il est un peu sorti un peu pour contrebalancer ce discours dominant et légitime. Et donc du coup, en appuyant sur le mouvement et sur ce qu'il voulait dire, quoi. Et voilà. Mais après, je trouve que c'est une question complètement, enfin, super intéressante et que, ouais, voilà, bref. Et si je peux juste ajouter quelque chose, et ça répondra un peu aussi à votre question, madame, mais faut aussi se dire que là, on n'avait pas du tout prévu de faire un documentaire qui serait diffusé, qu'on enverrait à des festivals ou des colloques. En fait, nous, il y a juste une question d'urgence, c'est-à-dire il y a de moins en moins de gens qui viennent à la table de quartier, le projet va s'essouffler, il faut vraiment garder une trace. Et cette trace, c'est pas dit que ça allait être un film avec une narration de film, et au début, on s'était juste dit, on va juste interviewer les gens qui sont toujours là, et voilà. Et le film a été fait avec 1500 €. En fait, pour tout le budget de tout le film, c'est 1500 €. Et donc, on n'a pas eu le temps ou la possibilité d'écrire quelque chose d'ordre plus poussé ou d'ordre fictionnel sur ce qu'aurait pu être ce film-là si on l'avait réfléchi du début jusqu'à la fin. Et du coup, si jamais on avait fait ça, peut-être qu'on aurait été voir d'autres territoires, où on aurait peut-être parlé de la lutte de l'Almagar que Julien a raconté dans son livre, ou qui raconte aussi une forme de militantisme à Roubaix, où on aurait peut-être raconté d'autres tables où ça se passait pas de la même manière. Les possibilités sont ouvertes, mais en tout cas, on n'avait pas la possibilité de faire ça, parce qu'on l'a fait très vite, en 3 mois, et qu'on l'a monté tout seul. On a tout fait tout seul à l'arrache, quoi. C'était l'idée, je me permets de rajouter, de l'outil de fierté. Plusieurs disaient, je pense à Jean-Luc notamment, ça doit être un outil de fierté, parce que justement, comme on avait beaucoup de mal à se faire entendre, et voilà, on était un peu isolés, parce qu'on en reviendra sur les questions. C'était aussi un moyen de relever la tête, quoi, de dire, bah voilà, on raconte les choses. Et le regard a pu d'ailleurs un peu changer depuis, de la part d'Asso qui regardait un peu de loin ce truc un peu agitateur sur la ville qui finalement dérangeait un peu tout le monde, quoi. Ceux qui faisaient, ceux qui faisaient pas, ceux qui finançaient, ceux qui finançaient pas. Enfin voilà, c'était un peu... voilà. Donc l'outil de fierté, je crois que c'était ça aussi. Il faut aussi se dire qu'à cette époque, à l'époque où on faisait le film, les associations et les habitants de la table de quartier étaient accusés par la mairie d'être des agitateurs politiques rattachés à des partis politiques précis. Et donc moi, quand j'ai voulu aller voir pour travailler avec leur journal, la municipalité a dit on ne va pas financer une action qui va servir l'opposition politique. Vous voyez, donc là on parle quand même d'habitants et d'associations, quoi, mais c'était l'opposition politique. Et donc en fait le truc c'était vraiment pardon, ça m'a perturbé ce que tu m'as dit, mais c'était vraiment de faire quelque chose d'opposé, quoi, de permettre à ses habitants de redorer leur blason, entre guillemets. Et pour le maire, le seul truc que tu n'as pas dit, c'est que nous, ce qu'on voulait, c'était l'inviter à venir parler et utiliser le film pour le faire venir à la table de quartier. Et donc on lui a envoyé des propositions d'interview à lui et à ses adjoints en disant si vous voulez dire un mot dans notre film, ce sera à la table de quartier, et pour pouvoir permettre une confrontation qui n'a jamais eu lieu. Et évidemment, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu, mais il sait que le film existe, il sait qu'il y a des projections, et ça ne lui plaît pas du tout. Et c'est là où peut-être que ça... Là, le point de vue... Bon, il y a différents points de vue, mais la ville a son point de vue, par d'autres biais, quoi. Mais pas par notre film, mais du coup, c'est pas grave, parce que lui, on a déjà son point de vue. Peut-être ensemble, Nassim, sur les Madame là, Dudal, sur les modalités de. Ça a été une vraie question en fait, jusqu'au bout. C'est comme vous disiez tout à l'heure, il y a ceux qui voulaient en découdre à fond, il y a ceux qui disaient mais non, voilà. Moi, mon analyse à moi, ça a été d'abord de dire pour y aller, il faut avoir des sécurités. Et beaucoup de gens n'avaient pas cette sécurité de pouvoir s'exposer dans une action qui les mènerait, on ne sait pas trop jusqu'où.
pour des raisons... on est dans des négociations aussi individuelles, donc on espère quand même pouvoir à un moment donné s'en sortir. Je prends souvent l'exemple, mon fils il cherche un stage à la mairie, mon autre il s'occupe, il gère la salle municipale là-bas, tu comprends, voilà, jusqu'où. Donc ça a été vraiment quelque chose de... Je pense aussi que dans ce quartier, mais là on peut en débattre, hein, mais les personnes un peu ressources militantes, historiques, qui pouvaient prendre cette posture-là, sont plus là. Ils sont partis ailleurs, pas très loin, mais ils sont plus dans le quartier, ou plus trop, ou alors ils ont renoncé, ils veulent plus en entendre parler, etc. Le sujet même du logement individuel, propriété, était sûrement piégeant. On s'est trop enfermé là-dessus. Et la réponse à appui, Sylvain, c'est non, on n'a pas su garder l'ouverture de la table de quartier à toute cette diversité de gens qui pouvaient y avoir. Ce qui se faisait plus dans les cafés citoyens au départ, parce qu'on était sur de l'espace public. Et donc, voilà, là, on est sur... puis, il s'est dit beaucoup de choses. On a quand même été l'objet aussi d'une campagne de détractation. Je ne sais pas si on dit ça. Diffamation. On peut dire diffamation. C'est-à-dire que, oui, mais les gens, même, ils veulent plus, quoi. Et ça, quand Samir dit ils veulent pas double, ils veulent juste ce que ça vaut, c'était bien de le rappeler dans le film, parce qu'on a dit tout et n'importe quoi. Donc, c'est compliqué. Voilà. Après, il y a nos modes d'action aussi associatifs. On a peut-être pris trop de place à un moment donné. Je pense que oui. Et en même temps, c'était compliqué. Il y a eu des modes de fragilisation très forts de l'énergie qui étaient présents sur le quartier, qui était un lieu où les gens venaient, qui a été... Voilà. On n'avait pas de lieu, on a la salle paroissiale. Voilà. C'est pas l'idéal. Hein. C'est pas qu'une belle histoire. Hein. Il y a plein de choses qu'on peut analyser qui ont pas été... voilà. Et puis voilà. Et puis, juste rapido, l'histoire des... On a fait venir plein de gens de l'extérieur, payer beaucoup plus cher qu'une subvention associative pour casser cette dynamique. Alors, c'est pas des collectifs d'architectes et tout. Alors, deux choses. D'abord, les assos. Il y a des gens qui se sont fait prendre à ce jeu-là parce que... comment dire ? D'abord, tout le monde a besoin de manger. Et voilà, et que si on dit oui ou si on dit non, on se positionne. Et donc c'est compliqué pour des gens qui sont dans le jeu local parfois de dire non. Enfin, il faut être un peu couillu, excusez-moi l'expression, pour pouvoir ne pas prendre quelque chose pour lequel on vient vous chercher, qui est quand même intellectuellement intéressant. Et voilà. Et puis, il y a aussi l'échelle un peu plus macro, c'est-à-dire que il faut aussi regarder parfois le quartier dans son ensemble. Et puis, il y a d'autres projets au pile qui peuvent être intéressants. Et puis, il faut bien construire, il faut bien regarder l'avenir, il faut bien avancer sur autre chose. Donc, il y a aussi toute cette question-là. Moi, ce qui me met le plus en colère, c'est pas encore les assos d'archi qui... Bon, voilà. C'est l'argent public qu'on met pour vraiment payer des boîtes de com, pour casser le boulot associatif. Et je dis pas qu'il faut que les associations locales qui travaillent, je pense qu'il faut des gens aussi de l'extérieur. Mais quand ça vient délibérément pour casser les dynamiques locales, moi, ça me choque, éthiquement, ça me choque, quoi. Voilà. Aussi, monsieur, le nom de votre asso, c'est Art et Quartier, hein, c'est... Non, mais vous avez posé une question. Oui. Oui. Oui, pour le coup, comment dire les choses. Le projet urbain en lui-même, n'a absolument pas l'idée d'activité culturelle, etc. Mis à part lorsqu'il s'agit de faire de la com. Attends, quoi ? Monsieur disait l'activité culturelle par rapport à la condition publique et puis Oui, ça c'est... Monsieur, mais votre question... C'est quoi le projet, l'essence du projet ? Oui, l'essence du projet urbain, mais voilà, justement, ça n'a... Je veux dire, voilà, c'est juste une question de dédensifier et de désenclaver le quartier. Alors à côté, il y avait... Je pense qu'au début, ils y croyaient, une logique de gentrification. Et bon, je pense que par la suite, ils se sont bien rendus compte que ça ne marcherait pas. Parce qu'en fait, tout simplement, ils n'arrivent pas à vendre les maisons qu'ils comptaient réhabiliter. Et donc, après, voilà... je veux dire, vous avez raison de vous poser cette question, parce que nous aussi, on se la pose. Des fois, on se demande où est-ce qu'ils ont planqué la cohérence. C'est que... Parce que, par exemple, même les personnes qui doivent être délogées, on ne sait pas comment ils ont choisi. Si ça se trouve, ils ont fait Amstramgram, tu partiras. Et on ne sait pas du tout comment ça s'est passé. Parce que comme je l'ai dit, voilà quoi. Je veux dire, les personnes qui vont être virées ou qui ont déjà été virées,
c'était, je veux dire, c'était les dernières personnes auxquelles une personne, qui comprend bien le quartier, qui connaît bien le quartier, penserait pour les virer, quoi. Je veux dire, c'est pour ça que pour le coup, il n'y a pas spécialement de cohérence. Je ne suis pas sûr de savoir si les pilotes de la rénovation ont un objectif clair. En tout cas, ce qu'ils affichent, c'est une dédensification, parce qu'ils estiment que le quartier qui a une... Enfin, comment dire... Là, on ne parle pas de densité de population, mais bien d'occupation du sol, quoi. Je pense qu'il y a une suroccupation, d'autant plus qu'il y a 2 équipements qui parfois, et même en fait de façon régulière, attirent énormément de personnes venant de l'extérieur. Et donc voilà, par exemple, je veux dire, il y a une mosquée. Donc du coup, quand il y a la prière du vendredi, en fait, pour beaucoup, il y a des coins dans le quartier où il n'y a plus moyen de se garer. Et puis aussi, il y a la condition publique, qui justement organise Superpile, et qui est un équipement public métropolitain qui organise assez souvent des événements culturels qui attirent beaucoup de gens de l'extérieur. Et donc du coup, on a toujours la même logique en ce qui concerne l'occupation de l'espace. Et justement, en fait, à côté de ça, il y a l'occupation des maisons, enfin l'espace qui est occupé par des maisons, hein, énormément d'espaces bétonnés. Et donc du coup, on se dit, tiens, on va faire des aérations, on va faire des trouées dans les rues, et on va mettre des espaces verts. Et comment dire les choses, il y a quand même cette question, quoi. Pourquoi ces personnes-là, pourquoi on déloge des gens, et pourquoi on casse pas les maisons murées, tout simplement? Parce qu'en fait, il y a des rues où elles occupent quasiment tout l'espace. Et bon, voilà. Et ça, c'est la question qu'on se pose toujours, en fait. Et malheureusement, on n'aura pas de réponse parce qu'ils refusent obstinément de nous parler. Et je crois qu'il y avait une dernière question, non? Je sais pas. Alors moi, rapidement, peut-être sur la question, qui est une question qui me semble importante, du quid du point de vue de l'autre, de l'adversaire, de l'institution, dans tout ça. Moi, un premier point, quand même, je pense qu'il est important de rappeler, c'est que, en général, l'histoire qu'on montre, c'est l'histoire des vainqueurs. Et donc, il est quand même important de visibiliser l'histoire des luttes, des invisibles, des vaincus. Moi, je travaille beaucoup sur les luttes de l'immigration aussi et de leurs descendants. Et il y a un réel enjeu, moi je crois, à montrer, que ce soit pour le droit à la ville et les luttes urbaines ou les luttes de l'immigration, à montrer cette histoire-là et à la transmettre, en fait. Parce que sinon, le problème, c'est qu'on risque toujours de réinventer la roue. Et je crois qu'il y a, de ce point de vue-là, le film est tout à fait admirable et c'est un enjeu, à mon avis, très important. Et je pense que les sciences sociales peuvent aussi y contribuer. Néanmoins, je suis quand même d'accord avec vous que c'est une question importante, quoi, d'aller regarder de l'autre côté. Et juste un mot là-dessus, parce que de certaine façon, moi j'ai été confronté au même problème que Lucas, c'est-à-dire que moi quand j'ai demandé au maire et à ses adjoints ou aux architectes des entretiens, ils m'ont dit non, quoi. C'est-à-dire qu'au regard de la façon dont j'avais été associé à la table de quartier dès le départ, j'étais perçu comme un adversaire. Ce qui, en tant que sociologue, quand on essaye de raconter l'histoire dans sa globalité, pose évidemment problème. Donc moi, j'étais sur la fin de mon terrain à Roubaix, donc c'est pour ça aussi que j'étais prêt à assumer davantage d'investissement dans l'espace public. Mais c'est une vraie question, c'est comment on peut à la fois être aux côtés des luttes et en même temps pouvoir restituer l'intégralité des points de vue. C'est peut-être pas possible, en fait. Ou alors, il faut rester relativement discret. Moi, la difficulté que j'ai eue avec la mairie de Roubaix de ce point de vue-là, c'est que j'ai publié assez rapidement un article assez critique à l'égard de la municipalité et de ses stratégies de répression à l'égard de la table de quartier. Et ils n'ont pas été très contents. Donc, du coup, derrière, c'était complètement mort pour pouvoir avoir tout entretien. Mais bon, déjà, dès le départ, ils avaient refusé. Il n'empêche que, et je voudrais rebondir de ce point de vue-là sur une remarque qu'a fait Romain Gallard tout à l'heure, c'est que je crois qu'il est important, effectivement, pour les sciences sociales, d'étudier toutes ces stratégies de répression, de disqualification, de cooptation de la part des pouvoirs publics. Ce que moi j'avais appelé des formes de répression à bas bruit, en fait, des mobilisations des quartiers populaires qui n'ont pas été si étudiées que ça, et qui permettent de comprendre aussi toutes les difficultés que rencontrent ces mobilisations, qui ne sont pas liées au fait que les habitants des quartiers seraient fondamentalement dépolitisés ou fondamentalement désintéressés par la chose publique, mais parce qu'on ne les aide pas à s'organiser. Et j'en profite pour faire un peu de pub, puisqu'on organise avec quelques collègues un colloque, en fait, en janvier prochain à Lille, qui s'appelle « Démobiliser les quartiers populaires, répression
disqualification et cooptation comme stratégie de gouvernement. Et donc, vu qu'il y a je vois des jeunes chercheurs ou des doctorants, doctorantes, n'hésitez pas à contribuer à l'appel à la communication, puisqu'on essaiera justement de réfléchir du point de vue des dominants. Et juste un dernier mot par rapport à la représentante du DAL. Moi, je ne suis pas sûr que la table de quartier ait été dans une stratégie consensuelle et gentille jusqu'au bout. Quand même, en fait, il y a quand même eu des formes d'interpellation. Ce qu'on voit, par exemple, sur la grande place de Roubaix face à la mairie, a été en tout cas vécu par les participants, par les habitants, comme une forme de rapport de force. Et très clairement, tout ce que je viens de raconter aussi, le fait de couper les subventions, d'expulser du local et tout, on n'était quand même pas du tout dans des formes de participation consensuelle. Après, on peut avoir une discussion sur certains choix stratégiques qui ont été faits. Fallait-il, après 2 ans de fin de non-recevoir, encore participer à l'enquête publique et consacrer des heures et des heures à rédiger une note qui, de toute façon, ne serait pas lue? Est-ce qu'il n'y avait pas lieu, du coup, d'investir autrement ces énergies militantes quand elles commençaient à être réduites? Est-ce que ça valait le coup d'écrire une énième lettre au maire quand on savait que, de toute façon, ça ne donnerait rien? C'est dur à savoir. Voilà, il y a eu des débats stratégiques en interne de ce point de vue-là. Ce qui est clair, c'est que les habitants n'ont jamais été partisans d'organiser une grève de la faim, par exemple, ou d'aller squatter, par exemple, les maisons murées, comme ça aurait pu être le cas. Parfois, c'était dit un peu sous le ton de la blague. Mais après, je pense que pour comprendre les répertoires d'action, les stratégies de mobilisation, etc., il faut renvoyer à la sociologie des acteurs. C'est-à-dire que les habitants, en tout cas de ce quartier au Pile, c'était pas des zadistes. Et donc, ils n'avaient pas exactement les mêmes réflexes militants. Alors après, peut-être que ça peut être le rôle des militants, justement, des associations, de les tirer. Alors après, instrumentalisation, manipulation, etc. Toujours est-il que ça n'a pas été le cas. Il n'empêche, moi je crois qu'on n'était pas dans des formes de participation essentiellement consensuelles ou gentilles. Et au regard de la fin de l'histoire, je crois que ça a été plutôt du rapport de force assez dur pendant plusieurs années, quoi. Aussi peut-être une dernière chose, voilà, justement par rapport au fait de disqualifier, de toujours, comment dire, de toujours dire oui machin, la table de quartier, il ne faut pas les écouter, ils manipulent, etc. Il faut quand même se dire que quand on les interpellait directement en réunion publique, parce que voilà, des fois il y avait des réunions publiques où on s'exprimait en tant que table de quartier, voilà, qui n'avaient rien à voir avec la concertation. C'était des réunions, voilà, où des élus venaient pour parler des problèmes du quartier en général, mais pas spécialement de la rénovation. Du coup, lorsque on venait à ce genre de réunion pour parler de ça, on nous disait oui machin, de toute façon on va pas trop en parler, on va éviter de répondre, on va pas du tout répondre, parce que la loi ne nous oblige pas à vous écouter. Et par contre, comme il y a la loi Lamy, on est obligé d'écouter les conseils citoyens. Seulement, voilà, la rénovation. Oui, non, mais c'est de la mauvaise foi, mais mais justement, j'allais y venir. Le truc, c'est que, je veux dire, les conseils citoyens, ils ont plus ou moins commencé à vraiment exister qu'à partir de 2016. Et voilà, quoi, je veux dire, la concertation était quand même bien avancée, quoi. Et surtout, voilà, parmi des membres de la table de quartier, il y a des conseils citoyens. Et d'ailleurs, en fait, finalement, voilà, la plupart des conseillers citoyens les plus impliqués dans les quartiers Est, ce sont les membres de la table de quartier. Voilà, quand il y a une commission cadre de vie qui se réunit, ce sont surtout des membres de la table de quartier qui viennent. Donc, voilà, je veux dire, quelque part, il y a un côté, comment dire, mauvaise foi absolue, parce que on refuse de vous entendre parce que on est dans la table de quartier, mais ensuite, lorsque, en tant que conseiller citoyen, on agit, prend des décisions au sein du conseil pour essayer d'interpeller, même au sein des COPIL où on est censé avoir une représentation, enfin voilà, les comités de pilotage des programmes de rénovation, lorsqu'on émet des objections, hein, des fois même pas forcément sur des sujets énormes avec de forts enjeux, voilà quoi, je veux dire, on a des réponses du genre on botte en touche et puis ensuite voilà quoi, bon bah de toute façon on vous écoute vaguement et puis on passe à autre chose quoi. Et donc voilà, c'est quand même cette mauvaise foi qui est quand même absolument ahurissante quoi. C'est que quelque part ils s'en foutent pas mal des lois, ils se fichent pas mal des conseils citoyens et ils se fichent pas mal des réglementations de l'ANRU, parce que voilà, l'ANRU elle est censée, en tout cas en principe il est censé y avoir une obligation d'organiser une concertation.
on met les preuves sur la table montrant que la concertation elle n'est pas respectée, et qu'est-ce que fait l'ANRU? Elle ne fait rien. Et je veux dire, la seule fois où j'ai vu l'ANRU menacer la mairie, c'est lorsque c'est pour des questions d'argent. Hein, je veux dire, bon, c'était une délibération au sujet qui impliquait des coûts pour l'ANRU. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont menacé. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont menacé la mairie. Mais voilà quoi. Je veux dire, c'est quand même absolument ahurissant quoi. Cette oui. D'accord. Ok, d'accord. Bah, en tout cas, voilà, ça pour dire qu'il y avait un double discours qui est dégueulasse et lâche. Voilà. Ouais, ça va aller vite parce que je reprends un peu ce qui a déjà été dit. Sur la question du conflit, par rapport aux autres tables de quartier que j'ai pu accompagner et observer aussi en France, je crois que c'est une des seules, si ce n'est la seule, à avoir fait un rassemblement avec plus de 200 personnes sur le fronton de la mairie pour exposer des revendications. Et avec du coup aussi des papiers dans la presse qui ont pu être à charge contre la mairie à ce moment-là, en disant les revendications de la table de quartier ne sont pas écoutées, même s'il y a d'autres moments la presse a été plutôt en faveur de la mairie contre ces revendications-là. Et donc du coup, je suis pas spécialement d'accord. Peut-être que le film laisse à croire, parce qu'il y a toute cette réunion à un moment donné où on parle de la question du consensus. Donc le film laisse à croire ça, mais je pense qu'il y a eu des partis pris, et des partis pris qui d'ailleurs ont coûté énormément aux associations qui sont à l'initiative de la table. Et donc du coup, cette question-là, elle est centrale sur le fait de l'adoption d'un parti pris d'aller au bout sur certaines démarches qui peuvent être conflictuelles et sur la création d'un rapport de force avec la mairie. Quelle solidité on a derrière, quelle autonomie on a, ou quelle solidité on a, ou quelle relation on a avec la mairie qui permettent d'éviter ce qui a pu arriver à Roubaix. Moi, j'ai des exemples d'autres tables de quartier qui sont portées notamment par des centres sociaux qui ont des relations très bonnes avec les collectivités et qui n'iront jamais sur ce type de revendications-là. Donc, du coup, ça rejoint aussi la question de qui sont les autres, etc. Effectivement, il y a des centres sociaux qui mettent en place une participation beaucoup plus classique et consensuelle. Et en même temps, quand on voit où en arrive la énergie après 3 ans d'expérimentation, voilà, c'est une question qui est ouverte en fait. Comment on arrive à construire des stratégies? Et le rapport Kemeshmach proposait des solutions avec des fonds d'interpellation, des financements qui ne viendraient pas du local, etc. Mais c'est une vraie question qui est ouverte. Et par rapport à ça, je ne suis pas sûr que l'exemple du PIL soit l'exemple le plus consensuel, d'autant plus vu les résultats que ça a pu avoir par rapport aux associations qui portaient ou qui étaient à l'initiative de la table. Voilà. Rapidement sur la question de la culture, parce que je pense que c'est une vraie question, la question de la place du politique aujourd'hui dans la culture, enfin de la dimension politique, moi m'interpelle beaucoup. Habitarium, je trouve ça vachement intéressant, mais c'est construit sans les gens qui luttent en fait, les collectifs. Et ça m'embête. Et je me dis en même temps, on n'est pas assez bon pour pouvoir... bah oui, le camping sur le toit, c'est intellectuellement sympa, mais ça serait bien qu'on aille y loger plein de gens qui finalement sont expropriés. Mais on n'a pas cette capacité non plus à faire ça. Voilà. Ça rejoint la question de jusqu'où on va. Et voilà. Et donc... moi, c'est vraiment... Et puis on est aussi sur la question du territoire. On a un équipement métropolitain qui n'est pas forcément un équipement de quartier, mais qui pourtant essaie de jouer dans le quartier et qui contribue à la vie du quartier, qui fait aussi que des gens y vont et voient autre chose, et font autre chose. Je m'excuse parce que les organisateurs me disent qu'il faut accélérer. Je pense qu'il y avait une dernière question de David de Grenoble, qui peut peut-être... D'accord, de Morgane de Grenoble. Peut-être par contre, Grenoble, pour l'enregistrement. Ouais. Du coup, il y aura peut-être la place pour une question après. Non. D'accord. En fait, je voulais juste réagir sur le côté forme consensuelle ou aller jusqu'au bout. Moi, j'ai l'impression, et ça a été dit dans la présentation, que la problématique, enfin le problème qu'il y a eu, c'est l'isolement
en fait du sujet autour du logement. Et vous avez dit, on a perdu la richesse des autres espaces qu'on avait avant et qui mobilisaient. Et au début, là, quand vous avez cité les 3 points qui étaient spécifiques à cette expérience, vous avez dit, ils ont hiérarchisé. Et en fait, moi, pour le coup, vu la discussion, c'était pas pensé au début. Je me suis dit, ah oui, c'est bien, ils ont hiérarchisé, on peut pas tout faire et tout ça. Mais en fait, est-ce que c'est pas ça aussi qui a fait, peut-être à un moment donné, on hiérarchise, on met un truc au premier plan parce qu'il faut le traiter, mais en fait, à la longue, d'avoir hiérarchisé, ça fait que on oublie de faire le lien sur les logiques économiques, les logiques plus larges en fait politiques qui sont en place, la libéralisation, etc. Et du coup, on n'arrive plus à refaire le lien avec les autres habitants. On arrive, vous disiez, les formes de mobilisation, elles renvoient aux catégories sociologiques, c'est ce que vous avez dit, mais en fait, il y a un moment, c'est parce qu'on fait le lien avec d'autres luttes, qu'on a des nouvelles idées d'action et qu'on se dit, bah tiens, on va faire ça qui n'a pas été fait ou qui a déjà été fait. Et je trouve que c'est hyper enfermant, en fait, les idées d'action, elles viennent du fait qu'on essaye de faire le lien avec les problématiques des autres à partir de la nôtre, quoi. Pour moi, ça ne fonctionne pas autrement. Merci. Le résultat s'appelle ou pas? Je ne sais pas si ça s'appelle. Juste un truc très comprendre, je crois que c'est important. Quand il y a eu le choix du projet urbain, des percées, en fait, c'est là où ça s'est le plus fermé. Parce que tant qu'il y avait tout le monde qui était aussi concerné par des démolitions très larges, ça mobilisait beaucoup de gens. Mais quand ils ont choisi, ça s'est du coup refermé sur un nombre plus petit et les autres ont continué à suivre en étant solidaires. Mais à un moment donné, on n'a pas su passer à des questions de gestion urbaine. Et c'est là... mais en fait, ça s'est refermé au fur et à mesure que le projet urbain se dessinait et que les décisions se prenaient. Et après, il y avait plein de quartiers aussi dans cette période-là du projet. Les 3 ponts étaient en train de se terminer, les Peux ne les démarraient pas, l'Alma non plus. Voilà. Non, peut-être juste un mot sur, quand je disais hiérarchiser tout à l'heure, c'est que moi, à mon sens, il faut mener des campagnes, quoi. Et donc le risque, et c'est ce qu'on voit très bien dans les conseils de quartier, les conseils citoyens, c'est qu'ils bossent sur tout, mais ils font rien en fait. Ils n'ont pas de profondeur, de propositions et de revendications suffisamment précises pour pouvoir véritablement impacter, à mon sens, les politiques publiques. Et donc, au fond, hiérarchiser ou se concentrer ses forces sur un dossier à un moment, au regard des énergies disponibles, me semblait une bonne décision stratégique, pour le dire comme ça, pour pouvoir gagner. Et d'ailleurs, des choses qui ont été obtenues. Après, hiérarchiser en disant on va s'attaquer à la question de la rénovation urbaine et on ne traitera pas dans un premier temps de l'école, parce qu'il y aurait pu avoir des trucs à faire sur l'école, de la question des discriminations à l'embauche ou d'autres questions, à mon sens, ne conduit pas nécessairement à dépolitiser la lutte. Et pour le coup, par rapport à ce que vous disiez là, au fond, ça coupe les liens avec les autres, etc. Pour le coup, un des éléments quand même qui est assez spécifique à cette table de quartier du Pile, c'est les liens avec les autres. Pas sans nous, on le voit dans le film. À cette réunion, la Quartier Debout, il y avait des gens qui venaient d'un peu partout en France. Il y a des liens aussi avec Lille qui se sont construits. Le lien avec l'APU, l'atelier populaire d'urbanisme de Fives, a contribué à politiser aussi la lutte. Les gens de la énergie, c'est pas n'importe qui. C'est des gens qui ont aussi une histoire militante dans l'antiracisme politique, pour le dire comme ça, qui venaient aussi colorer la lutte d'une certaine façon. Et donc, ça répond aussi à la question des alliances. Des alliances étaient là. Appui est venu aussi à un moment. Et donc, ils n'étaient pas véritablement seuls. La solitude était plutôt à l'échelle locale, me semble-t-il, qu'au niveau national. Et donc, c'est pour ça que moi, à mon sens, mais alors peut-être que j'ai mal compris votre question, hiérarchiser à un moment, c'est pas forcément dépolitiser. Ouais. Moi, juste la question que j'avais, c'était on parle pas beaucoup au passé, et pourtant, la particularité des luttes urbaines, c'est que en fait, même s'il y a des creux, il y a un moment donné, tout ce que vous avez fait, en fait, ce sera les bases des prochaines mobilisations, ne serait-ce que dans la mémoire urbaine, ne serait-ce que dans les expériences et les histoires que vous allez pouvoir raconter, que vous racontez très bien, et c'est très clair là,
dans vos présentations. Et du coup, la question que j'aurais, c'est qu'est-ce qui ferait aujourd'hui, quelles seraient les conditions qui permettraient de continuer, parce que de toute façon, j'imagine que visiblement, il y a encore 2000 personnes qui sont là, et c'est beaucoup, que les territoires, la transformation urbaine, ça met des années, voire ça capote complètement, parce que le capital, à un moment donné, ils pensent pouvoir s'investir sur ces espaces, et à un moment donné, ils vont choisir des bifurcations, et vont en choisir d'autres. Et du coup, peut-être on ne va pas continuer très longtemps, mais sur le et aujourd'hui, et qu'est-ce qui a besoin, quelles sont les conditions qui permettraient de poursuivre. J'imagine que c'est de l'énergie et tout, hein, mais et voilà, pour terminer sur une note de super expérience, il y a des creux, il y a de la violence, on voit, ça affecte, quoi, je veux dire, les vies, et à la fois, qu'est-ce qu'il y a demain, quoi, qu'est-ce qui est prévu, et comment, si on peut soutenir, quel soutien on a besoin, vous avez besoin. Bon, je vais être... Non, je suis désolé. Non, mais parce que je pense que on pourrait tous en parler, mais juste pour être très rapide. De toute façon, on n'a pas le choix, on va devoir continuer à agir. On terminera après parce que oui. En fait, on fait signe depuis tout à l'heure, excusez-moi. En tout cas, voilà, on sera obligé d'agir en fait quoi qu'il arrive, parce qu'il y a un deuxième projet qui va toucher le pile en fait. Dans l'ANRU 2, il y aura un nouveau projet qui va toucher et le pile et le 3 ponts, en fait, qu'on appelle l'entrepont, parce que voilà, c'est vraiment à cheval entre les deux. Donc voilà, ils commencent déjà à acheter des maisons. Donc aidez-le. Non, c'est pas du tout ça. Pas du tout ça. En tout cas, voilà, pour être. Dans tous les cas, on devra continuer à agir en fait. Et voilà, après là, pour le coup, le premier objectif, par exemple, de l'association Pile Action Citoyenne, c'est justement de commencer à de lancer un débat sur la question de l'ANRU, sur la manière dont ça se fait, dont ça peut se faire, dont ça pourrait se faire, et surtout la manière dont ça devrait se faire, parce que voilà, on est dans une, faut pas se le cacher, on va entrer dans une période électorale en fait. Voilà, on est à 2 ans avant les élections municipales, et en fait voilà, rien ne dit que le maire qui reste actuellement va rester maire. Et donc voilà, l'idée, à mon sens, c'est qu'il faut vraiment lancer un débat dans le quartier et à travers la ville, parce que il me semble important d'influencer ceux qui vont, voilà, qui gouverneront encore, ou alors qui vont être appelés à gouverner la ville demain, et dans la MEL aussi. Donc voilà, à mon sens, c'est hyper important de lancer un débat sur cette question. Et du coup, justement, comme me souffle si bien Julien, hein, justement, des membres de la table de quartier, dont Anne, moi, Julien et puis Simon, on a monté un collectif logement pour justement s'impliquer sur la question des rénovations qui vont toucher les quartiers dans le cadre de l'ANRU 2. Voilà, hein, c'est quand même 5 quartiers du coup, parce que voilà, c'est tout le nord-ouest de Roubaix, plus les 3 ponts et le pile. Donc voilà, c'est un truc énorme. Et donc voilà, à mon sens, il doit y avoir entre guillemets une convergence des luttes. Voilà, pourquoi je mets entre guillemets. Ouais, il faut une convergence des luttes et aussi un front uni face à une machine bureaucratique, technique, politique, qui a quand même éminemment plus de moyens et de temps devant lui, quoi, que nous. Voilà. D'accord, merci. Non, juste sur l'étape de quartier et la suite, il va y avoir un événement, normalement, je vous laisse noter ça, mais c'est pas sûr, mais normalement ça va être le 21 septembre, de journée bilan de l'expérimentation d'étape de quartier. Et ce qu'on essaye de faire, même si moi je suis un peu moins mobilisé parce que j'ai d'écrire une thèse, ce qu'on essaye de faire, c'est de... Enfin, il y a encore beaucoup de monde de mobiliser là-dessus, et l'enjeu serait de passer d'une expérimentation à un réseau d'étapes de quartier. Donc du coup, j'invite le maximum de monde à se renseigner sur ce qui est en train de se passer, et à se mobiliser, et à aller voir un peu ce qui se passe, notamment sur Facebook, tout ça. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous. Il y a...